un autre, où les maisons sont disposées en rangées parallèles. Désorientés par rapport aux points cardinaux, privés du plan qui fournit un argument à leur savoir, les indigènes perdent rapidement le sens des traditions, comme si leur système social et religieux, nous allons voir qu'ils sont indissociables, était trop compliqué pour se passer du schéma rendu patent par le plan du village. Disons à la décharge des Salésiens qu'ils ont pris une peine extrême pour comprendre cette structure difficile et en préserver le souvenir. Au moment de mon arrivée à Kéjara, un décès venait de se produire. Considéré d'un point de vue individuel, chaque mort est l'occasion d'un arbitrage entre l'univers physique et la société. Les forces hostiles, qui constituent le premier, ont causé un dommage à la seconde, et ce dommage doit être réparé. C'est le rôle de la chasse funèbre. Après avoir été vengé par la collectivité des chasseurs, le mort doit être incorporé à la société des âmes. Telle est la fonction du grand chant funèbre auquel j'allais avoir la chance d'assister. Les cérémonies funéraires s'étendent sur plusieurs semaines car leurs fonctions sont très diverses. Quand tout fut prêt, les danseurs se dirigèrent en sifflant vers la place. La cérémonie s'anima. La scène n'avait plus le caractère mystique du début. C'était une foire où la jeunesse faisait valoir ses muscles dans une ambiance de sueur, de bourrade et de colibet. Et pourtant, ce jeu possède ici son sens religieux le plus plein. Dans un désordre joyeux, les indigènes ont le sentiment de jouer avec les morts et de gagner sur eux le droit de rester en vie. Ces personnages emplumés et superbes, ce sont en un sens les dieux redescendus sur terre. Alors, bien sûr, les missionnaires, au moins dans la première partie de leurs entreprises, parce qu'ils ont changé sur le tard, et les missionnaires ont souvent cherché à diminuer l'importance, si je puis dire, des divinités et de mettre l'accent sur le culte des morts, parce que c'est quelque chose qui existe aussi dans nos sociétés occidentales et qui est peut-être d'ailleurs le noyau le plus profond de la pensée religieuse dans l'Occident. Cette grande opposition entre les vivants et les morts s'exprime d'abord par la répartition des villageois pendant la cérémonie en acteurs et spectateurs. Il faut alors reconnaître au plan du village une signification plus profonde encore que celle que nous lui avons prêtée sur le plan sociologique. Les hommes formés en confrérie dans le baïto sont le symbole de la société des âmes, tandis que les huttes du pourtour, propriété des femmes exclues des rites les plus sacrés, constituent l'audience des vivants et le séjour qui leur est réservé.
um bolero que chama Hugo, né? Quer dizer, a filha dele tá aí no Merulho, chamando a atividade. É, sim. Isso aqui é marido, funeral. Sim, sim. Mutra do Goré, marido do Canadagere. Il faut pénétrer dans la maison des hommes pour mesurer l'activité dépensée par ces robustes gaillards à se faire beau. Dans tous les coins, on découpe, on façonne, on cisèle, on colle. De fantastiques constructions de bambou et de plumes s'échafaudent. Avec une application d'habilleuse, des hommes à carrure de portefaix se transforment mutuellement en poussins, au moyen de duvets collés à même la peau. Si la maison des hommes est un atelier, elle est aussi autre chose. Les adolescents y dorment. Aux heures oisives, les hommes mariés y font la sieste, bavardent et fument de grosses cigarettes enroulées dans une feuille de maïs. Atelier, club, dortoir et maison de passe, elle est enfin un temple. Et pourtant, sa signification dépasse encore celle qui s'attache au centre de la vie sociale et religieuse que j'ai essayé de décrire. Elle résume et assure les rapports entre l'homme et l'univers, entre la société et le monde surnaturel, entre les vivants et les morts. Avec la chute du jour qui éloigne les moustiques, tous les hommes sont sortis de leur demeure familiale. On s'installe à 5 ou 6, et l'on échange peu de paroles. Aux moralistes, la société Bororo administre une leçon. Qu'il écoute ses informateurs indigènes. Ils lui décriront, comme ils l'ont fait pour moi, ce ballet où 2 moitiés de village s'astreignent à vivre et à respirer l'une par l'autre, échangeant les femmes, les biens et les services dans un fervent souci de réciprocité, mariant leurs enfants entre eux, enterrant mutuellement leurs morts,
se garantissant l'une à l'autre que la vie est éternelle, le monde secourable et la société juste. Chacun à l'intérieur de sa propre culture, précisément parce qu'il en fait partie, parce qu'il est un élément vivant de cette culture, peut la juger, la critiquer, essayer de la transformer. Que ça nous permette de juger des cultures totalement différentes, ça, je continue à ne pas le croire. Étant bien entendu qu'il est devenu très difficile de parler de cultures totalement différentes, parce que la plupart de celles qui existent dans le monde, elles sont déjà contaminées par la nôtre. On se doute que les Nambikwara ne savent pas écrire. Je distribuais pourtant des feuilles de papier et des crayons dont ils ne firent rien au début. Puis un jour, je les vis tous occupés à tracer sur le papier des lignes horizontales ondulées. Que voulaient-ils donc faire? Ils écrivaient, ou plus exactement cherchaient à faire de leur crayon le même usage que moi. Mais le chef de bande voyait plus loin. Seul sans doute il avait compris la fonction de l'écriture. Il ne me communique pas verbalement les informations que je lui demande, mais trace sur son papier des lignes sinueuses et me les présente, comme si je devais lire sa réponse. Et il est tacitement entendu entre nous que son grimoire possède un sens que je feins de déchiffrer. Qu'espérait-il? Se tromper lui-même, peut-être, mais plutôt étonner ses compagnons, les persuader qu'il avait obtenu l'alliance du blanc et qu'il participait à ses secrets. Les Nambikwara dorment par terre et nus. Ils se réchauffent en se serrant les uns contre les autres ou se rapprochent des feux de camp qui s'éteignent. Couchés à même la terre qui s'étend alentour, les époux, étroitement enlacés,
se perçoivent comme étant l'un pour l'autre le soutien, le réconfort, l'unique secours contre les difficultés quotidiennes et la mélancolie rêveuse qui, de temps à autre, envahit l'âme Nambikwara. On devine chez tous une immense gentillesse, une profonde insouciance, une naïve et charmante satisfaction animale. Et rassemblant ces sentiments divers, quelque chose comme l'expression la plus émouvante et la plus véridique de la tendresse humaine. Je me demande parfois si l'ethnographie ne m'a pas appelé, sans que je m'en doute, en raison d'une affinité de structure entre les civilisations qu'elle étudie et celle de ma propre pensée. J'ai l'intelligence néolithique. Pareil au feu de brousse indigène, elle embrasse des sols parfois inexplorés. Elle les féconde peut-être pour en tirer hâtivement quelques récoltes et laisse derrière elle un territoire dévasté.